Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Mahamata Silek Alata, directeur de publication Tchad Anthropus, Alain-Jules Meunier, journaliste et diplomate, et Jean-Claude Félix Tchikaya vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre. Vous êtes sociologue et chercheur en géostratégie et géopolitique à l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Merci à vous. Alors juste avant cette pause, on parlait donc de ces candidatures validées par le Conseil constitutionnel sénégalais. Karim Wade et Khalifa Sall sont écartés de la présidentielle. Une réaction peut-être, Jean-Claude Félix Tchikaya. Première réaction, c'est que le nombre de 5 paraît très réduit dans l'histoire politique du Sénégal. Juste les dernières élections étaient de 14. Là, elles sont à 5. C'est une décision prise par les personnes dites sages. Sur le plan constitutionnel, il va y avoir donc des recours que vont-ils dire et décider le 20. Il semble qu'il y a quand même des éléments qui peuvent permettre à ceux qui ont été écartés de contester avec assez d'aisance sur le plan juridique et peut-être changer la décision, même s'il faut rester prudent. Il y a quand même des éléments juridiques qui peuvent rentrer et être en faveur de ceux qui ont été écartés. Ce qui peut poser un problème sur le plan pas seulement démocratique, mais sur le plan des aspirations de tous les Sénégalais pour qu'ils se sentent représentés et que l'ensemble des candidats soit plus représentatif de la pluralité des ambitions citoyennes et politiques des Sénégalais. Est-ce que le Conseil constitutionnel, devant la décision des sages sur le plan juridique, va avoir la même décision ou pas? Ça met un petit peu de suspense, mais c'est un suspense qui va soit augmenter les tensions sur les questions sociales, juridiques. Est-ce qu'il y a un empêchement voulu par le pouvoir ou non d'opposants réellement susceptibles de pouvoir donner une véritable chance à l'opposition, ou est-ce que les raisons invoquées par les sages qui s'appuient sur des décisions, est-ce que cela va être confirmé ou non? On le saura le 20 janvier. Si tu veux. 20 janvier, donc alors 5 compétiteurs pour la magistrature suprême. Vous l'avez dit, Jean-Claude Félix Tchikaya, une situation quasi inédite au Sénégal depuis 1988, me semble-t-il, où seuls 4 concurrents, c'était en 88, donc étaient en lice. Mais alors si on se penche sur les dernières années, 14 candidats en 2012, 15 en 2017, donc là on est tombé à 5. Mahamata Silek Alata, est-ce qu'on peut lire cette réduction drastique du nombre de candidats à la présidentielle par la question des parrainages? Est-ce qu'elle explique tout là? Absolument, absolument. Vous savez, on avait évoqué tout à l'heure les candidatures, les candidats qui n'ont pas d'appareil derrière et ceux qui n'ont pas les moyens pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'ils estiment pendant ces élections. Moi, je ne pense pas, et je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, je pense que tout a été fait pour pouvoir se retrouver à ce nombre de 5, etc. On s'est attelé à écarter les principaux adversaires en disant ceux-là peuvent créer de l'ombre et mettre maintenant des barrières pour qu'il n'y ait pas un grand nombre et permettre à Macky Sall d'aller facilement. M. Tchikaya insiste sur l'aspect juridique en disant que les sages se sont... Mais en 48 heures, je ne pense pas que cela puisse permettre de pouvoir, à ces 2 candidats écartés, de pouvoir revenir dans la course comme ça. Jean-Claude Félix Tchikaya. Oui, on pourrait croire que les 48 heures ne pourraient suffire à la Cour constitutionnelle. On a quand même affaire à des constitutionnalistes qui ont une certaine aisance sur tout ce qui vont leur être déposé, parce qu'on peut deviner sur le plan juridique sur quoi va être posé donc les contradictions, et ce qui leur a malheureusement pas permis d'être là. C'est vrai que ce sont les véritables opposants, les poids lourds. Et ce que je disais tout à l'heure, sur la citoyenneté, sur la vie politique du Sénégal, ça risque ça réduit ce nombre de 5, la pluralité
qui donne une pluralité à la sociologie électorale du Sénégal, où tout le monde peut se sentir donc partant dans cette élection. Donc vraiment sur le plan juridique, et là je reviens, la Cour constitutionnelle va peut-être en laisser un, en tout cas sur le plan juridique, je ne vais peut-être pas en parler là tout de suite, il y en a peut-être un qui va pouvoir être validé sur les deux, ce qu'on attendait plus. Et là, j'attends aussi les réponses, comme vous, qui vont permettre à la Cour constitutionnelle de valider ce qu'ont dit les sages. Alors Alain-Jules Meunier, sur quoi peuvent se baser les deux candidats écartés de la présidentielle pour défendre leur candidature? Je vous avoue que moi-même j'ai réfléchi énormément. Je me suis dit, bon, ce recours-là, sur quoi vont se baser les juristes qui vont forcément défendre M. Wade et M. Sall. Je me dis, bon, peut-être qu'ils diront que, voilà, à partir du moment où il a eu 5 ans comme condamnation, mais il n'a pas purgé ces 5 ans-là, il a été gracié par le président. Peut-on encore considérer cette condamnation-là comme 5 ans, effectivement, puisque, effectivement, les constitutionnels se basent sur cette condamnation. Ben, peut-être que je leur donne une piste, hein. Ben, je ne suis pas juriste, mais je me suis dit, mais par quelle alchimie? J'essaie de réfléchir, et je me suis dit, bon, peut-être c'est le seul truc. Est-ce que c'est recevable? Ça, je n'en sais rien. Sur le plan de la cassation, par exemple, sur M. Khalifa Sall, l'examen n'est pas terminé. Donc, comment donner une décision quand la Cour de cassation n'a pas fini de statuer et de travailler dessus? Donc, c'est un argument supplémentaire. C'est presque un vice de forme sur le plan juridique. En tout cas, ça affaiblit la décision des sages sur le plan du droit. Donc, que va dire la Cour constitutionnelle? Au-delà de tous ces facteurs cités, je reviens à ce que j'ai dit, les dés sont pipés, parce qu'on va revenir sur un aspect politique, et ces deux candidats écartés ne verront que la main politique qui essaie de les écarter de candidater face à Macky Sall. Je ne vois pas autre chose que ça. Alors on reste toujours au Sénégal et maintenant que le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidatures jugées recevables pour la présidentielle du 24 février 2019, la campagne va pouvoir s'ouvrir pour les 5 candidats retenus, parmi lesquels le président sortant Macky Sall, le chef de l'État qui doit à présent défendre son bilan centré autour du plan Sénégal émergent qui en est à présent à sa 2e phase. Siamlo, Victoria Sedji. Dans le cadre du 2e programme de financement de ces réformes structurelles et multisectorielles, le gouvernement sénégalais a récemment obtenu de la Banque mondiale un appui budgétaire de près de 104 milliards de francs CFA. L'enveloppe devrait contribuer à l'exécution de la phase 2 du plan Sénégal émergent. L'engagement que l'État du Sénégal a pris auprès des bailleurs de fonds a consisté à leur donner des gages au niveau de l'État, au niveau du secteur privé pour plus de compétitivité. Le financement porte entre autres sur plusieurs projets, notamment le développement des capacités de plus de 200 000 enfants de moins de 5 ans et sur l'amélioration de l'employabilité des jeunes via l'apprentissage non formel pour plus de 20 000 apprentis et 400 maîtres apprentis. Aujourd'hui, les taux de chômage au Sénégal sont connus, on parle de 15%. Ce n'est que justice s'il y a un programme qui s'adresse au secteur privé informel. On ne fait que réduire le taux de chômage de cette frange de la population qui souvent est exclue, marginalisée parce que ne relevant pas du système de formation formel. On parle de près de 41% de la contribution du secteur privé au PIB. Les promesses de financement formulées les 17 et 18 décembre 2018 lors du groupe consultatif de Paris sur le financement du plan Sénégal émergent ont connu un taux d'exécution de 5%. L'exécutif sénégalais s'était engagé à renforcer son plan de lutte contre la pauvreté. Alors dans le reportage, il a été un petit peu question du secteur privé. Est-ce que pour cette phase 2 du PSE, ça va être cela l'enjeu? Parce que alors, dans la première phase, le gouvernement a été très critiqué, comme quoi il n'aurait pas laissé une grande place, n'aurait pas favorisé le secteur privé sénégalais, mais plutôt les grands groupes internationaux. Jean-Claude? Oui, d'ailleurs, sur les grands groupes internationaux, peut-être qu'on pourra le dire, il y a des décisions qui peuvent
porté à contestation. Je pense qu'il est au cœur du Sénégal, c'est la question sociale, notamment la santé, l'éducation, la précarité sur le plan global, une meilleure politique du plan sur le Sénégal. Et là, favoriser le privé aux dépens, parce que la traduction de ce chiffre de croissance qui est plus de 6%, est ce que chaque Sénégalais ressent dans sa vie personnelle, et même au regard de l'emploi, s'il regarde un petit peu ce qui se passe, est-ce qu'il n'y a pas une faveur? Il y a un soutien très grand de la France, de la Banque mondiale, certaines multinationales sont là, mais à savoir, et c'est pour cela qu'il était peut-être intéressant de permettre aux poids lourds de l'opposition de participer pour qu'une pluralité des projets s'opposent, se contestent dans l'intérêt des Sénégalais, et après, dans l'urne, les Sénégalais iraient vers ce sur quoi leur choix se porte. Et sur le plan émergent, on peut se demander si la question sociale est assez prise en compte et au milieu de ce plan, parce que là, on se dirige vers 23, puis 35, mais sur le plan de la santé, de l'éducation, il y a quand même des déficiences, il y a un décollage qui ne se crée pas encore assez, et c'est là plutôt en même temps que le côté que le privé, alors que là, on a l'impression qu'on va favoriser le privé et les multinationales, pas toujours avec une traduction tangible pour l'ensemble de la population. Moi, c'est que l'optique que je me fais de la chose, c'est que je trouve, par comparaison à beaucoup de pays qui sont venus sur la place parisienne et poser le problème économique de leur pays, je trouve que le Sénégal s'en sort bien, parce qu'ils sont allés sur un objectif simple, ils doublent carrément leur... Oui, alors le président espérait 5 milliards de dollars et finalement il en a obtenu 14. Vous voyez, donc je pense qu'il y a quelque chose de crédible et ils ont pu convaincre quand même sur l'aspect divers projets qu'ils ont eu à poser. Bon, prenez le Tchad, je reviens encore, est venu ici proposer, mais n'a jamais atteint même l'objectif. La Guinée dernièrement, ok, mais le cas du Sénégal est parlant. Maintenant, moi, je me dis, comme population lambda, il y a beaucoup d'argent comme ça sur un temps donné, donc qui veut dire investissement. Et ce qu'il faut tout de suite regarder, c'est l'aspect gouvernance. Il l'a si bien dit, il faudrait la présence des ténors de l'opposition pour que les contradictions puissent être faites, pour qu'au moins on va ensemble dans le même sens. Mais dans ce cas-là, est-ce que tout cet investissement-là sera bien géré? Tous, on sait en Afrique, quand il y a beaucoup d'argent. Voilà. Donc, mon premier problème est là. Alain-Jules Meunier. Ben, écoutez, moi, c'est très beau, son discours sur le Sénégal, bon élève de la France, etc., etc. Ben, le problème, je disais toujours, quand il y a des choses comme ça, développement économique, horizon 2035, mais qu'est-ce que cache l'enveloppe? C'est ça qu'il faut savoir. Regardez par exemple, je prends un exemple simple, je ne vais pas citer le nom d'une société française, mais quand une société française se rend en Afrique pour développer quelque chose, pour construire peut-être une route, parlons d'autoroute, vous savez très bien que ce sont des concessions que ces gens prennent pour 50 ans et derrière, le pauvre Ivoirien, Camerounais, qui est obligé de payer, n'est-ce pas, pour passer, à cause des péages qui sont exorbitants, ça j'en sais quelque chose parce que bon, il faut aller en Afrique par rapport aux sociétés françaises. Et finalement, le pays, moi je ne crois pas que le pays soit gagnant. C'est pas parce qu'on a des immeubles, les immeubles ne donnent pas à manger. Monsieur Tchikaya parlait de la santé. Voilà. Sachez donc que ces fameux projets, l'argent que les Sénégalais ont eu, les Français, la Banque mondiale a bien indiqué. Je veux que les gens comprennent réellement ce qui se passe. Ils ont indiqué que ce qui doit être mis en exergue, ce sont les secteurs porteurs.
Mais alors, Vous comprenez? Oui. alors, on va poser la question directement. Est-ce que ces fonds extrêmement importants, venant notamment de la France, ça veut dire qu'il y aura plus de place accordée aux sociétés étrangères? On pense notamment à Engie, Thales, la SNCF, la RATP, à la défaveur, bien entendu, des sociétés sénégalaises. Oui, parce que le seul problème, quand vous mettez sur la table tous ces chiffres, aux côtés du chiffre de la croissance, un peu plus entre 6 et 7%. Donc c'est aussi grâce à la société, aux sociétés économiques sénégalaises, avec des sociétés étrangères qui viennent participer donc à la croissance. Et est-ce qu'elles sont satisfaites ou laissées pour compte ou autre? Donc c'est tout le challenge qui est posé à M. Sall. Alors il a su convaincre, parce qu'il a doublé de manière assez extraordinaire. Mais bien sûr, est-ce que ça va augmenter la dette ou pas? Est-ce que le secteur informel va se réduire et venir dans le pot commun du secteur public et privé avec une oscillation? Donc là, il y a vraiment un challenge économique. Je pense que sa campagne, il vient le 21 à Paris devant la diaspora sénégalaise expliquer son programme. Je suis assez dans l'intérêt de bien l'écouter sur comment va se traduire le retour entre le privé, le public et les points régaliens, l'éducation, la santé et autres, comment cela reste au cœur. Et là, c'est au cœur de Sénégal 2023-2035, au regard de tout ce qu'il y a à le faire. Alors, des points régaliens sur lesquels son bilan est quand même en demi-teinte. La santé, par exemple, la CMU devait couvrir jusqu'à 75% de la population sénégalaise. Finalement, l'objectif actuel est de 50% seulement. Il y avait également cet objectif de l'autosuffisance en riz. Là non plus, il n'a pas été atteint. Donc, il y a un bilan en demi-teinte, on va dire. Il y a un problème de l'administration qui est aussi assez lente. Je pense que ça a été énuméré. Je veux un peu revenir sur ce qu'a dit mon ami d'en face. Il est clair que les sociétés étrangères, quand elles viennent en Afrique, ce n'est pas parce qu'elles viennent pour ne pas prendre de l'argent. Elles viennent, elles le prennent immensement. Et quand elles viennent en Afrique, croyez-moi, la France est derrière. Sinon, la France n'aidera pas tant que ces entreprises ne viennent pas. Et ça, on le voit à travers tous les pays. Ce qui peut être productif à court ou à moyen terme, c'est de bien mener les projets. Je suis d'accord avec vous, les immeubles ne feront pas manger, les autoroutes entre guillemets, ne font pas manger. Il faut aller dans les secteurs qui sont la santé, l'éducation, des choses qui puissent permettre d'aller plus loin. Et ça, si aujourd'hui les Sénégalais arrivent à le faire, Macky Sall, puisque de lui qu'on parle, arrive à le faire avec la même conviction qu'il a eu à porter son projet, moi, je ne pourrais que saluer ça. Jean-Claude Félix Tchikaya. Oui, permettez-moi, sur le réseau routier, c'est quand même un moyen extraordinaire de développer un territoire, de développer l'économie, d'aller plus vite à l'école, d'aller plus vite voir un médecin. C'est un maillage qui est incontournable sur le plan d'un développement économique. Ce qu'on peut dire, c'est que cette enveloppe, il a su convaincre, mais il dit aussi à l'intérieur de l'introduction de son discours, quand il conclut, après avoir obtenu tout cela, qu'il demande à l'État d'accélérer, et notamment sur les points qu'on a pu soulever, sur l'éducation, sur la santé, sur le point entre 6 et 7% de croissance. L'objectif, c'est d'aller en 2023 à 9,11% de croissance. Donc le peuple va tomber dans une impatience et dans une frustration s'il voit le point de croissance s'élever, des chiffres et des chiffres et des chiffres arriver en milliards sans voir une traduction. Il faut alors c'est pas quelque chose de facile parce qu'il y a toute la partie informelle pour rendre tous ceux, il y a des mécanismes au niveau psychologique et économique où il faut demander à ceux qui sont déjà dans l'informel de faire confiance au formel et à la voie privée, donc de rentrer dans une nouvelle économie. C'est pour cela que le plan est assez bien fait. Maintenant, il va falloir convaincre dans les faits que cela est gagnant. Merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage. On marque une très courte pause. À tout de suite.